Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au JT des régions. Et on démarre par cette actualité de l'Union fait la nation. Eh bien, la nouvelle dynamique qui a cours actuellement au sein de l'Union fait la nation, le député Basile Léon Arrossi en fait sa préoccupation. Il a rencontré ce vendredi à Thiémé, dans le département du Koufo, ses militants de la 17e circonscription électorale. La transformation de l'UN en un parti fort, soudé et grand reste le désir des membres de l'unité fait la nation, de l'Union fait la nation, j'allais dire. Il compte ainsi réaliser ce rêve au plus tard, la fin de cette année. C'est un reportage signé Henri Fachina et Évariste Zomaro. Cette rencontre du député Basile Léon Arrossi avec les candidats et élus locaux UN a permis de faire le point de la transformation de l'Union fait la nation en un véritable parti politique. Chers camarades, l'Union fait la nation est vivante. Elle plie, certes, mais ne rompra pas. La journée de réflexion du 29 mai 2016 a permis d'aborder d'importantes questions, dont notamment l'idée de la fusion de toutes les composantes de l'Alliance pour que l'Union fait la nation devienne un parti politique, et ce, avant le 31 décembre 2016. À cette même occasion, les militants UN ont vidé leur sac. Les uns souhaitent un changement à la tête de l'Alliance pendant que d'autres redoutent de nouvelles arrivées au sein de l'Union. Les échanges d'Atiémé donnent carte blanche à l'instance dirigeante de l'Union fait la nation pour opérer les changements annoncés. Sur le 31 décembre 2016, l'Union fait la nation sera désormais un parti politique. Et ça, je peux vous l'affirmer. Les représentants des différentes localités de la 17e circonscription électorale ont accueilli ça avec joie, avec beaucoup de joie. Mais ils ont souligné des inquiétudes. Les inquiétudes liées au positionnement des candidats sur les différentes listes depuis la base jusqu'au sommet, les inquiétudes liées à la nomination des cadres des circonscriptions électorales au niveau des postes sur le plan national. Donc ils ont soulevé ces inquiétudes-là et que si c'est à ces niveaux, ces dispositions sont bien prises et qu'il n'y aura pas de favoritisme. Qu'il n'y aura pas, quand tu connais le président de l'Union, et toi qui sera plus favorisé que celui qui n'a personne au sein donc, du bureau de l'Union. Et si c'est à la base qu'il faut mesurer la force des uns des autres sur le terrain, qui serait une bonne chose. Et je crois que l'honorable a pris bonne note. Il a promis donc rendre compte aux responsables de l'Union fait la nation une fois qu'il sera de retour à Cotonou. La thématique du partenariat public-privé est au cœur des débats de l'atelier initié au profit des députés. Les 1er et 2 septembre, ils ont été moulés dans ces échanges afin de se familiariser sur le contenu de ce nouveau système de financement qui a cours dans la sous-région. On fait le point dans ce reportage. Comme sollicité auprès du ministère de la Justice, les députés de la 7e législature participent pendant 2 jours à l'atelier d'imprégnation sur la proposition de loi portant cadre juridique du partenariat public-privé. Il s'agira pour ces derniers de mieux comprendre les règles et les modalités qui régissent cette forme de partenariat qui est aujourd'hui le plus utilisé par les États de la sous-région au fin d'acquérir de nouvelles réalisations et surtout des infrastructures. Faute d'un cadre juridique ou d'un instrument global permettant la mise en place des projets d'investissement d'envergure, le Bénin peine toujours à être attractif et à convaincre les investisseurs nationaux et internationaux. Le sous-équipement de notre pays en infrastructure et les besoins sociaux de plus en plus importants requièrent des investissements que les formes traditionnelles de financement n'arrivent plus à satisfaire. Dans le contexte global de la sous-région, il est constaté que le Bénin est très en retard dans l'adoption de ce cadre juridique qui freine l'engagement de certains partenaires à investir dans notre pays. Ce mode de financement garantirait davantage et sécuriserait les investissements, et ceci à l'avantage de notre pays pour rattraper ce grand retard. Le partenariat public-privé consiste pour un entrepreneur privé à construire un hôpital public dont il gérera ensuite
suite les activités non médicales. En France, la loi pourrait remplacer les partenariats publics-privés par des sociétés d'économie mixte à opération unique, CEMU. La loi numéro 2009-2 du 7 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de services actuellement en vigueur a certes été une avancée considérable pour notre pays. Toutefois, force est de constater qu'aujourd'hui, elle nécessite d'être renforcée afin de répondre aux nombreuses attentes des acteurs du secteur privé. L'atelier sera animé par des consultants de haut rang tels que Prince Abodjan qui détailleront le code des investissements en vigueur au Bénin. Voilà, c'est un reportage signé Emilienne Fayomi. Et sachez que depuis dimanche dernier, et cela pour 17 jours, la commune d'Ifaï et plusieurs autres communes du département du Plateau sont donc coupées du monde. La raison, l'occupation de l'espace par la divinité Oro, accessible seulement aux initiés. Oro, il faut dire, est une divinité interdite aux femmes, mais paradoxalement qui a besoin de la femme pour se manifester. Une enquête de Guillaume Avienou et Patrick Imavo. Des incantations dans un temple de la divinité Oro à Ifaï, un rituel qui fait partie d'un ensemble en vue d'annoncer les festivités de la manifestation annuelle de la dite divinité. C'est des prières qu'on fait pour que la fête se passe normalement, qu'il n'y ait pas de dégâts, qu'il n'y ait pas de casse, qu'il n'y ait pas de mort. On invoque les ancêtres. Invoquer les esprits oraux pour une commémoration apaisée. Une commémoration qui doit durer un peu plus de 2 semaines. Une période pendant laquelle la gente féminine et les non-initiés sont confinés dans les concessions de jour comme de nuit. Tout contact physique avec ces derniers et la divinité oraux étant prohibé. Une femme a entendu des voix inhabituelles dans la forêt. Ayant pris peur, elle fait appel à un vieux. Arrivé sur les lieux, celui-ci comprit l'affaire et demande à la femme de s'en éloigner pour toujours. La femme ne peut pas voir Oro. Elle ne doit même pas le voir parce que la femme parle beaucoup. Dans la journée, les femmes et les non-initiés peuvent librement vaquer à leur occupation derrière les séparations du genre, les concessions n'étant généralement pas clôturées ici. Les hommes, ils attendent dans la forêt là-bas. Tant que Yalode ne vient pas pour commencer le rituel avant qu'eux ils ne commencent les leurs, il n'y a pas de Oro. Donc on peut dire toujours que la femme est le pouvoir. La femme surtout ne doit pas voir Oro. C'est pourtant elle qui prépare sa sortie dans l'air culturel de Nago Yoruba où la divinité est très connue. Il est vrai, on dit la femme ne doit pas voir le fétiche, mais la femme doit faire les préalables avant que le fétiche ne sorte. Bon, on appelle Oro pour pouvoir faire fuir les mauvais esprits. On va faire 17 jours. Un intervalle de 17 jours là, il n'y a pas de mauvais esprits. Au thème des divers rituels, toute la population est conviée devant la forêt sacrée, habitat de la divinité Oro, où le top de la fête est officiellement donné. Accident de circulation, accident mortel dans la soirée de ce vendredi à Boïcan. Un camion est entré en collision avec un motocycliste au carrefour Soglogan. Le conducteur de la moto mort sur le champ. Les témoignages de quelques personnes qui ont assisté au drame dans ce reportage signé Emerida Pinsoton. Je vais dire que le camion et le conducteur de la moto venaient dans le même sens. Et le conducteur de la moto
devrait tourner par le carrefour et aller vers Soboalépo. Le conducteur du camion était sur une vive allure. L'allure là était trop. Et il me semble qu'il ne maîtrise pas le chemin. Et il est guidé par son apprenti. Et il était prêt à aller droit quand l'apprenti lui a dit que c'est par ici qu'il devrait tourner. Donc l'autre, le conducteur de la moto, lui tournait quand le conducteur du camion aussi a braqué en même temps, au même moment, le volant. Donc la vitesse aidant, il ne pouvait plus contrôler celui qui était devant lui. Donc il a traîné par son pare-choc là. Et le pneu, les deux pneus, le pneu avant a passé là-dessus et il l'a coupé en deux. C'est bien le Californie qui bon, mais c'est bien le bien final. Tita Egosin Boricon. Quelqu'un n'a l'Egosin Boricon. Tita n'a l'Egosinji. Le Titan a quitté Boycon, le Zem aussi, les deux filets. Le Zem voulait le dépasser et brusquement le Titan a tourné à l'improviste. C'est là qu'il est monté sur le motocycliste et le divisé en deux. Si le gouvernement peut nous faire des dos d'âne ici au carrefour Sogogon de Boycon, ce serait bien parce qu'il se produit trop d'accidents. S'il y avait de dos d'âne, le conducteur de Titan aurait pu freiner. Même Titan de Boudjaoué, il a ralenti. Ben voilà, c'était donc l'accident mortel qui a eu lieu hier à Boycon dans la soirée. La maladie des messales sévit, vous le savez, depuis peu au Bénin. Environ une dizaine de morts enregistrées sur près d'une centaine de personnes atteintes par cette épidémie de choléra. Et selon les récentes statistiques, au moins 3 villes du Bénin, dont Cotonou, Porto Novo et Savalou, en sont déjà victimes. Et pour être à l'abri, pour rester à l'abri donc de cette épidémie, la ville de Parakou prend ses responsabilités. Suivez cet élément. D'abord, le choléra, c'est une question de comportement. Alors, c'est à travers nos comportements que nous pouvons arriver à, disons, être contaminés. Parce que c'est à travers justement la manipulation des aliments souillés ou à travers un peu une eau souillée qu'on peut attraper donc le choléra. Alors en termes de mesures, je pense que c'est tout ce qui contribue à assainir l'environnement et le cadre de vie. C'est-à-dire, nous devons d'abord éviter la défécation à l'air libre dans ces temps-là, utiliser au maximum les latrines, que ce soit des latrines individuelles ou des latrines à usage collectif. Et nous devons surtout procéder à l'hygiène des mains. Et quand on parle d'hygiène de mains, on veut parler donc de lavage des mains à l'eau et au savon. Et ça, avant donc tout acte. Heureusement, jusqu'à présent, aucune commune de Sénat-Région n'est touchée par cette épidémie. Alors, le message important, c'est que même si d'avenir qu'il y a des cas, nos populations n'ont qu'à les acheminer très rapidement dans les centres de santé où les équipes sont déjà aguerries pour la prise en charge. Autre élément de l'actualité de ce JT des régions, le député Robert Bihan, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, profitant d'une tournée parlementaire dans la 7e circonscription électorale, s'est prononcé sur la nouvelle carte universitaire. Pour Robert Bihan, les populations doivent savoir raison garder, car la décision du gouvernement n'est pas définitive. Suivez-le, il est au micro de Nestor Sela et Alexis Assoba. Le gouvernement a fait une proposition qui n'a pas rencontré l'assentiment des députés à l'Assemblée. Donc les débats ont été houleux et finalement le gouvernement a choisi la voie du dialogue. Il y aura un atelier où on aura un consensus. Les députés seront représentés, le gouvernement, les universitaires et ensemble on va se retrouver pour redéfinir la nouvelle carte universitaire au profit de nos populations, au profit de nos enfants étudiants. L'appel que je peux lancer aux populations, il faut qu'elles soient sereines. Il ne faut pas paniquer. Le gouvernement est responsable. Le président de la République, il écoute le peuple. Donc l'atelier va avoir lieu, va se tenir très bientôt.
Et ensemble, personne ne sera mis de côté. Ensemble, on trouvera un consensus. Donc, ces populations qui ont été en griffes, coupées de leur université, non, rien n'est fait encore. Je leur demande d'être patients et de faire confiance au gouvernement. Donc, la situation concernant la carte universitaire, on va trouver une solution concernant cette situation-là. Et on note qu'une race bovine dénommée Azawa, ovine appelée Balami, et les chèvres rousses seront bientôt introduits dans les exploitations pastorales pilotes dans les départements du Borgo et de la Liborie. Ces géniteurs performants viennent ainsi améliorer la productivité en lait et en viande des bovins, ovins et caprins dans les deux départements. Nouroudine Safara et Olviga Messan ont assisté à la cérémonie de remise de ces géniteurs à l'Union départementale des organisations professionnelles d'éleveurs de ruminants, c'est à Gagono. 25 reproducteurs performants à distribuer à 15 éleveurs sélectionnés pour améliorer la productivité mais également les revenus de ces éleveurs. L'introduction de ces nouvelles races va progressivement s'étendre à tous les éleveurs du Borgou et de la Liborie. L'idée de l'amélioration de la productivité en lait et en viande des bovins, ovins et caprins est soutenue par le programme d'appui au secteur du développement rural financé par la coopération suisse. L'objectif du PASDER 2, c'est d'améliorer la productivité des exploitations familiales, pastorales et agricoles dans le Borgou et la Liborie. Nous avons constaté que nos vaches aujourd'hui ne produisent à peine que 1,5 litre par jour pour celles qui sont performantes. Nos petits ruminants ne produisent pas assez de viande. Nous avons déjà acquis un noyau laitier de race Azawak ici. La première naissance a eu lieu déjà en avril et que nous sommes à une moyenne de 5,5 litres par jour. Vous voyez déjà que c'est une avancée de 1,7 à 5,7 la moyenne. De la même façon, les caprins rousses sont d'une certaine prolificité que dans l'année, elles produisent 2 fois. Voilà pourquoi nous avons opté à ces races. Les nouvelles races, bovines, ovines et caprines, nous viennent du Niger voisin. Les deux climats sont plus proches que ce que nous amenons de l'Occident. Et logiquement, même si on n'a pas besoin d'être vétérinaire pour savoir que ça s'adaptera certainement beaucoup plus facilement que ce qu'on amène de plus loin. Les éleveurs bénéficiaires de ces races améliorées promettent de bien les entretenir pour leur permettre de vite se multiplier. Ainsi, les autres éleveurs vont pouvoir les introduire dans leurs exploitations. Et on clôture ce JT des régions sur une note de clôture, sur une note de culture. Le centre Guiriobé de Parakou abrite depuis ce mercredi le tournage du premier épisode de la série Terre des Morts, une série coproduite par l'Office des radiodiffusions et télévisions du Bénin et Bénin Prosper Productions située à Parakou. Suivez ici les explications d'un des acteurs engagés dans la réalisation de ce film. Il est interrogé par Roland Chaoudi et Giscard Akovi. Les premières images sont en train d'être tournées pour que ce film de 52 minutes qui est une histoire de cimetière, parce qu'il y a un personnage mystique qui dans ce film arpente les cimetières de nuit pour réveiller des morts. Ils viennent de leur tombe, prennent leur peau d'humain et nous racontent une histoire qui les a marqués au cours de leur existence. À la fin de l'histoire, ils retournent près de la tombe, près de leur mystique, et ils tirent les conclusions et font leur adieu définitif à l'humanité. Donc voilà, il y a des choses qualitatives qui se font ailleurs et le Bénin ne voudrait pas être en marge de ces choses qui se font là. On voudrait faire de la qualité, être très prochainement au rendez-vous du FESPACO avec un film de qualité. Ça c'est la première saison, ça comportera 10 épisodes. On compte aller jusqu'à 100 épisodes. La séquence du cimetière sera tournée à Boycon. Il y aura des séquences en casse auto, dans des cases de Cotonou ou des séquences dans un grand supermarché. On a des difficultés parce qu'il faut dire la réalité, nous partons sans un gros financement. Nous attendons
attendons des financements en fait. L'ORTB et Bénin Prosper Production ont soumis un dossier à la francophonie, mais la francophonie ne délibérera qu'en octobre. Alors c'est sur des fonds de la maison, de l'ORTB et de Bénin Prosper Production que nous sommes en train de faire ce film. Parce que si on ne tourne pas maintenant, la production ne sera jamais prête et on ne sera pas au rendez-vous du FESPACO parce qu'on n'aura pas le temps de finir la post-production. Donc nous faisons, et comme nous comptons sur la qualité de notre œuvre, on espère que cela augurera du bon pour nous. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent après-midi, également un excellent week-end. À très vite.